Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui risque encore d'être longue comme souvent avec ma chaîne, qui concerne en fait une panne sur le frigo d'un de mes excellents copains chez qui j'ai été hier. Et en fait le frigo en lui-même, ce qui se passe c'est que le compresseur se déclenche un peu de manière aléatoire et du coup le froid n'est pas présent complètement. Donc j'avais ramené ma caméra thermique. Et on avait du 12 degrés dans la partie frigo et du 4 degrés dans la partie congèle. Donc voilà, il y a vraiment un truc qui ne va pas dessus. Donc du coup, hier, on a entrepris le démontage en fait des éléments pour vérifier ce qui se passait avec lui, parce que c'est un de mes copains qui fait la mécanique, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc dans l'ordre, on a commencé par vérifier la sonde. Donc la sonde, vu que c'est une CTN qui était en place, la CTN, le plus simple qu'on a trouvé, parce qu'elle passe en fait derrière, dans les zones un peu isolées du frigo, le plus simple c'était de couper les fils. Donc on a coupé les deux fils de la CTN et puis on l'a mesuré au multimètre. Et elle répond parfaitement bien quand on la chauffe, quand on la refroidit, etc. Donc on l'a ressoudée avec de la gaine, donc pas de problème là-dessus. Ensuite, je me suis dit c'est peut-être le condo de démarrage du compresseur. Donc en l'occurrence, on l'a sorti, je l'ai mesuré. Alors j'avais pris ma pince, la ST42 là, pour avoir les milliohms, etc. Donc qui donne beaucoup plus d'infos du coup qu'un multimètre. Et pour un condo de démarrage de 5 micros, il faisait 4,9 avec des milliohms extrêmement bas. Donc rien à dire non plus sur le condensateur de démarrage. Donc on a commencé en fait à chercher un petit peu plus loin, voir s'il n'y avait pas un problème au niveau de la carte électronique et du module de contrôle en fait. Et là déjà le premier problème qu'on a eu, c'est qu'on a cherché, je pense, au moins une demi-heure pour trouver où il était caché celui-là. Et en fait, donc vous l'avez devant vous, c'est ce boîtier-là. Il est caché en fait dans ce frigo-là, le Whirlpool ARC 4010, et il y a d'autres références, il y a 40, 20, 40, 30 je crois, enfin bref. Il est caché en fait tout en bas à gauche du compresseur, donc il y a une espèce de petite tôle qu'il faut retirer, et derrière cette tôle on retrouve en fait ce boîtier qui contient en fait le connecteur qui vient ici se plugger directement. Donc voilà, parce que moi j'ai suspecté, vu que c'est des aléas de fonctionnement au niveau du déclenchement du compresseur, j'ai directement suspecté les condensateurs. Donc là j'étais parti pour les changer, parce que vous allez voir quand je vais ouvrir la carte, il y en a un qui est suspect et puis l'autre aussi un petit peu moins, mais voilà. Et là c'est pas tant pour le changement des condensateurs que je fais la vidéo, c'est parce qu'en fait le circuit d'alimentation de ce module là est un peu spécial, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo notamment pour montrer aussi que il y a pas, c'est une, je vais vous sortir la carte. Donc il y a ça à déclipser là, l'espèce de cache en plastique, et la carte ensuite elle se glisse dedans. Voilà. Donc c'est une carte avec vraiment très peu de composants traversants, comme on peut le voir. D'ailleurs, ça nous avait fait rigoler, moi en tout cas, parce que voilà, moi je vois bien, c'est marqué low end. Donc quand on connaît en fait les termes high-end qui veulent dire haut de gamme, en fait c'est très marrant qu'ils mettent bas de gamme directement sur la carte. C'est la première fois que je vois un élément où il y a marqué bas de gamme. Habituellement il y a juste high-end ou rien du tout. Donc voilà, et au niveau des composants, donc on peut voir, il y a principalement deux condensateurs électrochimiques, donc c'est ceux-là que je vais changer, hein. Là donc c'est marqué, c'est une diode Zener. Aucune bobine, rien du tout. Donc on voit tout de suite que l'alimentation, elle est prise en fait en direct. Alors j'ai repéré quand même quelques indications qui étaient dessinées tout bêtement derrière le frigo sur un schéma qui était déjà présenté. Donc moi ce qui m'intéresse comme toujours c'est le L et le N, hein, donc l'entrée secteur. Alors j'ai quand même mis là, là c'est le compresseur. Là apparemment ce frigo là il a aussi des résistances de dégivrage, donc ça va là. Il y a un ventilateur aussi dedans qui va là, mais la platine est très très brillante parce qu'en fait il y a une espèce de gel, encore une fois, comme on a pu le voir avec la carte du Thermomix dessus, donc des deux côtés. Et on voit que le gel s'arrête net ici, au niveau en fait, où il y a le connecteur qui va là. Donc voilà, donc au niveau du rail d'alimentation, en fait c'est une alim qu'ils ont fait à base de condensateur et de résistance. Donc on est vraiment sur une alimentation hyper basique. Donc là c'est le N qui rentre là. Il va à la résistance, donc c'est une résistance de 10 ohms. Donc si on regarde là,
on suit, on va dans la résistance, on sort de la résistance et ensuite on voit dans le condensateur ici d'un micro 250 volts. Donc ce type de condo en général ils sont plutôt de bonne qualité, c'est pas comme on voit des fois les rectangles comme ça qui sont jaunes, bleus ou gris et qui ont tendance à sécher dans le temps et qui font qu'ensuite quand ils sèchent leur valeur diminue et du coup ils produisent plus en fait la chute de tension qui est générée par la mise en série du condensateur avec le secteur. Donc ce condensateur bleu, en fait, je m'en suis même pas préoccupé quand j'ai vu comment il était câblé, il est directement en fait en parallèle du L et du N. Ce qui fait que quelle que soit sa valeur, en fait, il va absolument pas perturber le reste de la carte, puisque en fait c'est tout bêtement un condensateur de filtrage secteur, rien de plus. Et puis là, on retrouve en fait une varistance de sécurité, donc voilà pour absorber les éventuels pics de tension qu'il peut y avoir au niveau de la ligne. Et ils ont même fait en fait un tracé d'isolant ici qui est plutôt bien fait du coup, donc, au niveau de la varistance. Donc ça veut dire quand même que c'est une carte qui a été quand même assez bien travaillée. Donc voilà, donc ensuite donc on a résistance, condensateur. Donc on continue à suivre la piste, on arrive ici, et donc on tombe sur la diode Zener qu'on voyait tout à l'heure, là, DZ. Et on sort de la diode Zener, et normalement on retourne en théorie à l'autre côté. C'est le schéma vraiment, je vais biper pour vérifier. Donc normalement alors comme il y a le gel, des fois c'est un peu dur, mais on va voir. Voilà, bon là j'avais déjà un peu pointé dans les zones. Donc on voit en fait le circuit en gros pour la partie de base. En fait ça fait donc résistance, condensateur, diode Zener et retour à la phase. Donc on peut commencer le schéma. Donc on reprend. On a en premier la résistance de 10 ohms. Ensuite donc sur le neutre du coup. Ensuite on a le condensateur donc de 1 micro. Et ensuite on a la diode Zener donc qui est câblé, ouais c'est ça, qui est câblé dans ce sens-là, donc le plus de la diode là est relié au condensateur ici. Et on retrouve à la phase, voilà. Donc déjà, ça c'est le rail d'alim on va dire principal, donc c'est par là qu'on récupère en fait un voltage aux bornes de la diode Zener. Donc je vous avais déjà expliqué normalement sur les vidéos précédentes. En fait moi souvent ce que je fais c'est que je regarde directement les relais parce qu'il y a quand même souvent des relais sur les cartes d'électroménager, enfin il y en a même tout le temps je crois. Et les relais donnent en fait un indice direct pour savoir sur combien de voltage en fait le rail d'alim fonctionne. Donc là on est sur des relais de 24 volts. Donc a priori on peut supposer que la diode Zener fait 24 ici. Et qui fait qu'ensuite on devrait retrouver la suite du montage. Et c'est là que ça se complique un peu. Donc je reprends ici la diode Zener. Donc la diode Zener, normalement il y a toujours un condo qui se met en parallèle justement pour pouvoir lisser la tension qui est en borne et éliminer les fluctuations qui sont émises au niveau du sinus. Donc là je reprends. Normalement le plus du coup c'est ici et le moins il est ici. Parce qu'on est à l'envers, donc on polarise la diode Zener à l'envers pour qu'elle puisse faire son effet d'avalanche, parce que dans le sens direct forcément on a le 0,7 volts à peu près, et donc il faut bien qu'elle fonctionne à l'envers. Donc du coup on retrouve le plus en gros sur la phase et le moins en fait ici. Donc en fait le plus du coup il est là normalement, donc celui-là, si je le suis, on devrait arriver au condo, parce qu'il y a un condo de 35 volts ici avec le plus. Donc quand on le suit, donc voilà, donc on arrive bien au plus du condo ici. Donc je vais vérifier au bip. Donc on a bien le moins de la diode Zener qui va au plus. Voilà, donc pas de problème, ça bip bien. Donc on a bien notre
plus de condos ici. C'est vraiment un jeu de piste, hein, de suivre les platines comme ça. Et ensuite, donc le moins du condo qui est là. Donc il est là, il va là, et on passe dans une diode. Ah, ça c'est la. Alors ça c'est en fait ça c'est une des diodes des relais. En fait il y a trois diodes, on voit là. Et il y en a deux forcément pour les relais. Donc celui-là du coup il est bien relié à un bobinage de relais. Donc celui-là en fait on va pas le prendre en compte. Et celui-là c'est le bobinage du deuxième. Donc en fait on va pas non plus le prendre en compte. En fait on voit un peu là le petite patte, grosse patte, petite patte, grosse patte. Donc en fait on a les pattes d'un relais, enfin le rectangle là de pattes d'un relais, et puis on a la même chose ici, sauf que là il y a trois grosses pattes, ce qui veut dire que celui-là c'est un relais inverseur, et l'autre c'est juste un relais on-off, parce qu'il n'y a pas une troisième grosse patte. Donc ce qui fait que ces deux diodes là en fait c'est les diodes de roue libre des relais, donc on va pas les prendre en compte. Donc je vais continuer à suivre le schéma. Le moins du condensateur il descend là, il va là, il descend là, il va là, et il va jusqu'à la diode qui est toute seule, qui s'appelle D1 d'ailleurs, avec la cathode qui est là. Donc en fait elle va sur l'anode de D1. Donc anode D1, que je dessine sur le tableau. Je vais l'appeler D1 pour bien suivre. Et donc la cathode de, en fait quand on regarde, en fait elle revient à la diode Zener au niveau du plus, donc ici. En fait bon, du coup c'était bien comme ça. Voilà, donc on se trouve en fait avec ce schéma là. Donc déjà ça commence à être un petit peu bizarre ce système là d'alimentation. Ensuite donc là il y a alors ils ont mis un régulateur en format CMS. Et ce qui est aussi très étrange, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là, c'est que le régulateur c'est un 7905, ça veut dire que c'est un moins 5 volts. Donc ça complique en fait, c'est vraiment un schéma qui est pas courant du tout. Donc ça complique un petit peu le câblage de l'analyse plutôt de cette platine. Donc s'ils ont bien 79,05, c'est que lui il sort du moins 5. Donc il faut lui rentrer une tension négative. Et là, qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc au niveau du brochage, le out, donc il est en haut à gauche. Et le in, il est là. Et normalement, le GND, il est là. Alors, je vais quand même vérifier rapidement au niveau du datasheet, c'est de mémoire. Voilà, donc c'est bien ça en fait. Le in, en fait, il y a carrément 4 pattes sur de in en fait. Donc les deux pattes centrales de droite et de gauche. Donc là en fait c'est le in. Donc ces 4 pattes là sont reliées ensemble. La masse, elle est là. Et puis le out est bien en haut à gauche. Et puis les deux autres sont non connectés, les deux en diagonale. Donc celle-là et puis celle-là, c'est-à-dire la 4 et la 8. Donc là, on peut voir du coup au niveau du condensateur. Donc si on reprend le condensateur, celui-là, là, qui est donc le premier condensateur, celui-là. Donc le plus de celui-là, en fait, eh ben, c'est logique, mais il va à la masse du régulateur, puisque le régulateur a besoin d'avoir une tension négative. Et ce qui fait que le V-in du régulateur, ben, logiquement, donc je vais vérifier. Voilà, donc on a celui-là et on a celui-là. Voilà. Donc là, le condensateur en fait alimente le régulateur, mais en inversion. Donc ça veut dire que là, puisqu'on a affaire à un régulateur en négatif, donc on a bien ce condensateur là qui est là, celui-là. Donc on a notre régulateur ici. Donc le V in, la masse, et le V out. Donc c'est que du négatif.
Donc c'est ça qui complique en fait vraiment ce schéma. Donc le moins du Vin en fait, ça va être, enfin, le Vin du coup ça va être le moins du condensateur. La masse donc du régulateur, ça va être en fait le plus du condensateur. Et derrière donc on a notre 5 volts qui est défini ici et qui est donc référencé par rapport, je pense, au plus, parce que là, du coup, entre ici et ici, si on mesure ici et ici, entre ici et ici, du coup, on a moins 5 dans ce sens-là, mais du coup, ce qui veut dire qu'en fait, on a plus 5 dans l'autre. Ce qui fait qu'en fait, ce rail-là, ça devient un rail plus 5, mais aussi plus 24, selon en fait la masse sur laquelle on se situe. Si on prend la masse au niveau du condensateur ici, ou si on prend la masse vue du régulateur. Ce qui fait qu'en fait, tous les transistors qui sont ici, donc enfin tous, il y en a deux, qui commandent en fait les relais, bah, c'est des transistors en PNP. Donc c'est-à-dire que bah, ils commandent en fait le côté positif et non des NPN comme on voit dans 90% du temps, c'est-à-dire qu'ils mettent la patte du relais à la masse. Voilà, donc c'était un petit peu aussi pour vous montrer le schéma qu'ils ont choisi de faire, qui est un petit peu étrange, hein, j'avais jamais vu ça, mais ça fait un peu tordre l'esprit hein, pour comprendre les choses. Donc le fait de travailler en fait avec des tensions négatives, de mettre un régulateur négatif et d'obtenir du coup bah, les commandes en fait en inverse. Voilà un petit peu le récap de la façon dont ils ont fait cette alimentation-là, qui est vraiment assez particulière. Bon, c'est des alimentations, hein, quand on met en fait une résistance à un condo et une diode Zener, c'est vraiment les alimentations très très basse puissance. Hein. Ce genre de schéma, on les retrouve aussi dans beaucoup de petits appareils, comme les prises commandées. On a par exemple une prise avec un relais ou avec un petit programmateur, c'est toujours ce schéma-là qui est utilisé. Et par ailleurs, pour en avoir démonté, réparé, c'est souvent, très souvent, le condensateur qui est là qui sèche. Et aussi, j'ai déjà vu les diodes Zener qui sont sous-dimensionnés et qui finissent par cramer. Donc là, en l'occurrence, la diode Zener, elle n'a pas du tout de trace de quoi que ce soit de chauffe. Mais en plus, là, ils ont bien pensé à la mettre en hauteur, ce qui permet en fait une dissipation thermique, puisque en fait là, elle peut respirer en gros. Parce que souvent, les composants qui chauffent, s'ils sont plaqués contre la carte, du coup, on voit en fait une trace de bronzé déjà sur la platine. Et en plus, le composant, il dissipe beaucoup moins bien sa chaleur. Donc voilà pour le récap de la façon dont ils ont géré l'alimentation. Donc on va procéder maintenant aux mesures des composants. Bon, la 10 ohms, c'est pareil. Ils ont été intelligents aussi sur cette platine, puisque la résistance de 10 ohms, elle est relevée, donc elle peut respirer librement et elle n'envoie pas ou transmet pas sa chaleur sur la platine non plus. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a aucune zone marron, sauf un endroit qui est très bizarre, et c'est pour ça qu'on va y revenir dans quelques temps. Le condensateur, là. Donc c'est très bizarre quand même qu'il y ait une trace marron autour d'un condensateur comme ça, sauf s'il y a une fuite peut-être d'électrolyte ou quelque chose comme ça. Voilà, et puis le deuxième condensateur qui est là, mais de toute façon par défaut je vais les changer, c'est les deux seuls et j'en ai, donc c'est des valeurs standards, là je crois que c'est du 470-35. Et là, alors ça c'est marrant parce que je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais c'est pas ici la partie intéressante au niveau des valeurs. Les valeurs, ici. Voilà, 47 sous 25 volts. Voilà. Donc là, bon, les condos que j'ai en stock là, bon, c'est un plus gros, mais le principal c'est que l'empattement soit le même, c'est un 63 volts en 470. Et je pense qu'il passe sans problème dans le carter, j'ai pas vérifié, mais il y a de la place dedans, donc voilà, donc il n'y aura pas de souci de taille.
Et l'autre, du coup, pour le condensateur de 4,7. Donc là, bah, c'est pareil, ça va être un 63 volts aussi. Et puis, voilà, aucun problème de place. Il est aussi haut que l'autre, il est juste plus large. Donc, pas de souci. Voilà, donc au niveau des mesures de composants, donc on va commencer par la 10 ohms. Puis on peut même le faire à la pince. Voilà, ça va être un peu... Ouais, je vais voir s'il veut bien, parce elle aime pas trop être écartée, cette pince-là. Ah, et puis il y a le gel aussi. Si, c'est bon. Voilà, donc j'ai 10,14, donc pas de souci. Bah là, c'est fichu, je vais pas pouvoir le faire. La pince, là, je pense que je vais la casser à l'écarter autant, donc je vais prendre le multimètre en mode condensateur. Et on va mesurer. Et en plus, là, bah, c'est pareil, il y a l'espèce de gel, donc on va voir s'il va le prendre ou pas. Voilà, je vais remettre le auto-hold en route. Voilà. Voilà, donc j'ai 1006 nanos. 1006 nanos, bah, en fait, vu que c'est un condo de 1000, bah, un micro, voilà. Un micro dont on est bien dans les clous, aucun problème, même très précis au niveau de la valeur. Ensuite, la diode Zener, donc là, on va la tester en direct, puisque c'est donc on a la tension de seuil 0,67, on va dire. Et par contre, en inverse, donc bah, pour la tester, là, le mieux, c'est de relever une patte, hein, parce que là, on va pas pouvoir sinon. Et donc, je vais la dessouder, hein. Je vais dessouder une patte, quoi. Donc là, le plus simple, c'est la patte là, parce qu'il y a moins de monde autour, on va dire, sur celle-là. Donc on va voir si j'arrive à la passer comme ça. Je verrai, ça chauffe le doigt. Bon, je vais y aller à la pince. Voilà. Donc je vais juste relever une patte. Alors pour les Zener, il y a plusieurs méthodes pour tester en fait leur tension de seuil. Alors, je vais enlever l'étain. Je vais repréparer le trou. Ouais, c'est bon. Voilà, le trou est parfaitement débouché. Bon, c'est la meilleure pompe à dessouder qui soit. C'est la pompe japonaise là. Ah, en manuel, hein. Pompe manuelle. Donc voilà, la pâte est libérée. Donc on inverse. Voilà. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc on peut utiliser éventuellement un peu une fonction, encore une fois, dérivée de l'utilisation du testeur de LED de télé. Donc on peut l'utiliser. Ou alors on peut aussi utiliser l'alimentation de laboratoire en inverse et puis voir à partir de quel moment l'alimentation commence à consommer. Parce qu'en fait, tant qu'on est en dessous de la valeur de seuil, la diode elle passe pas, donc sa tension de claquage n'est toujours pas atteinte, donc elle bloque. Et quand on atteint sa tension de claquage, donc inverse, la fameuse tension Zener, là elle se met à conduire. Donc on peut tester avec l'alimentation de laboratoire comme ça. Mais là, pour essayer d'utiliser un petit peu les appareils qui sont pas courants, on va le faire avec le testeur. Bon, du coup, c'est un peu lourd parce qu'il faut brancher le secteur et tout ça. Mais bon, ça permet de manipuler un peu les appareils quand on les a. Donc là, bah, je vais mettre des pinces croco, ça va être le plus simple. Donc voilà, donc pince croco banane, donc banane de ce côté-là, donc plus, moins, moins. Je vais l'allumer. Voilà. Et là, donc, comme donc pour les gens qui ont vu mes vidéos précédentes, dont j'avais modifié un peu pour l'améliorer en usage un peu plus poussé pour l'électronique. Donc j'ai mis aussi un on-off sur la sortie plus facile et un bouton de court-circuit de la sortie aussi pour pouvoir régler en fait la limitation de courant. Et là en fait ce modèle-là en particulier il a un mode 1 mA, donc je vais l'utiliser parce qu'on n'a pas besoin d'avoir plus pour tester la tension de claquage. Et puis c'est pas la peine d'aller mettre 245 volts là. Donc là je vais baisser, bon là, les ampères du coup ils bougent plus puisqu'on est en 1 mA. Bon là je vais mettre peut-être 30 volts, ça devrait arriver, ça devrait suffire. Voilà. Donc là, du coup, par exemple, je la mets en direct pour vous montrer. Donc c'est-à-dire
plus sur plus, moins sur moins. Maintenant que le plus est isolé, on ne sera pas parasité par la platine. Voilà, donc avec l'imprécision de mesure de cet appareil-là, on est à 1,1 en direct. Maintenant, je la mets à l'envers. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir sa tension de Zener, de claquage. Et voilà, donc là j'ai 25,3. Et pour avoir plus de précision, puisque ce machin-là, il est quand même pas très calibré, mais bon, c'était pas trop mal quand même quand j'avais fait les essais que j'ai sur la vidéo que j'avais faite dessus. Voilà, donc en fait on est à 24,85. Voilà, donc on peut voir quand même, donc pour une diode Zener qui est donnée pour 24, alors je vais pas regarder les caractéristiques, mais c'est peut-être entre 22 et 26, hein, parce que c'est pas super précis non plus les diodes Zener. On est à 24,8, donc voilà, pour la tension de claquage, donc qui correspond en fait à la tension de régulation de la diode quand elle reçoit le secteur. Voilà, donc là du coup il n'y a plus besoin de cet appareil là, et on sait aussi que la diode Zener n'est absolument pas en cause dans la panne. Bon, ça aurait été bizarre quand même, c'est rare hein, quand même que les diodes Zener soient plus problématiques là-dessus. Donc là par contre, effectivement, le type d'alimentation qui est là, vu que c'est pas une alime à découpage, on ne peut pas faire la petite astuce que j'utilise d'habitude avec cette alime là. Puisque là en fait on passe par un condensateur en série. Et un condensateur en série pour donc les fonctionnalités, on apprend ça un peu en électronique aussi, mais un condensateur quand on le met en série, en gros il bloque en fait toutes les composantes continues. Donc ça fait partie un petit peu des bases qu'on apprend. Je ne sais pas si on apprend encore ce genre de choses à l'école, mais en tout cas c'est ce que j'avais appris. Donc ça bloque en fait les composantes continues d'un signal. Donc là si j'injecte un signal continu ici, oui c'est ici, voilà, sur le L et le N, n'importe quel voltage que ce soit, il va se faire stopper direct net par lui, donc il n'y aura plus rien derrière. Donc du coup il n'y a aucun intérêt en fait de faire un essai avec cette carte là, enfin ce module là. Je l'avais juste sorti pour tester la Zener. Il faut que je la remette, ah oui, il faut que je la remette à sa place quand même. Donc, je nettoie un peu parce qu'en fait il restait un peu de soudure au bout là, ce qui m'empêche de franchir le... Voilà, ça y est, elle est passée à travers, donc je vais pouvoir ressouder. Elle est bonne. Voilà. Donc il reste du coup à vérifier les condensateurs, parce que je ne vais pas aller plus loin sur les vérifications des autres composants, parce que comme il marche, mais on sent qu'il a du mal et qu'il fait un peu des aléas de fonctionnement, les relais, donc le compresseur il fonctionne, le relais de la résistance il fonctionne. Là c'est le triac. Et en fait il y a un TR1, alors, on pourrait croire que c'est transistor, mais non, parce qu'en fait transistor ils les ont bien appelés comme d'habitude Q. Si on regarde, alors là il y a encore des diodes Zener, ils sont les deux relais déjà, ils sont là. Donc voilà, donc on voit bien donc Q2, Q3, donc comme d'habitude hein, pour les transistors. Donc s'ils ont mis TR ici, c'est que c'est pas transistor, c'est que c'est triac. Donc en fait celui-là, vu la ligne dans laquelle il est aligné, c'est le ventilateur. Donc, en fait c'est la commande du ventilateur. Donc qui est contrôlé à travers des résistances. Alors si je regarde, il y a 680 ohms et 1,5 kg. Donc c'est quoi? C'est R12 à 680, R13 1,5, voilà, c'est ces deux-là. En fait, comme ça brille pas mal, on a un petit peu de mal de voir, mais voilà, 680, 1,5 et le triac ici. Et puis le triac, hop, qui envoie directement là-bas. Voilà, donc là, on va dessouder les deux conduits. De toute façon, je vais les changer d'office. Donc, alors, celui-là, c'est parti.
Donc cette carte là, du coup en fait je vais changer les condensateurs et puis je vais aller voir le copain et puis on va retester directement. Ça sera, ça sera aussi vite fait. Donc là ils ont repéré le plus et le moins directement dessus, donc du coup bah, on peut pas trop faire d'erreur. Voilà, donc je vais vider les trous. Voilà, donc les deux trous durs en fait. Voilà, donc là bah, les deux trous sont bien débouchés. Si je mets une lampe en dessous, on devrait pouvoir le voir. Voilà, on voit bien les deux trous. Juste un petit coup de nettoyage, je le ferai après le retrait de l'autre. Ouais, je vais enlever l'autre avant. Puis je vais nettoyer les deux zones. Je remets toujours un peu de soudure, parce que les soudures qui sont bah, anciennes, voilà, elles sont toujours un peu difficiles à refaire chauffer. Donc en remettant un peu de soudure, en fait, on remet un peu de flux, parce que dans la soudure, normalement, il y a un peu de flux, donc on réactive un petit peu les composés chimiques et ça aide en fait à retirer les composants. Et puis là, en fait, je chauffe et je pousse mécaniquement et ça sort tout seul, quoi. J'ai même pas besoin de faire grand chose. Voilà, bah effectivement, on voit que c'est un peu bronzé. C'est le seul endroit de la carte qui est bronzé comme ça. Et c'est pas normal puisque c'est un condensateur. Donc un condensateur, c'est un composant justement qui est pas fait pour chauffer, enfin qui chauffe pas et qui est pas censé chauffer en fonctionnement. Donc voilà, donc c'est probable, on va le mesurer là. Je vais vider les trous et puis nettoyer et puis on va regarder un peu leur valeur. Donc le frigo il est un peu bizarre parce qu'il y a un ventilateur en fait qui redescend l'air froid dans le compartiment frigo et apparemment c'est la partie congèle en fait où est généré le froid principal. Donc c'est un concept un peu bizarre, j'ai pas compris trop le système que Whirlpool utilise sur ce frigo là. Donc il y a toujours après le système de compresseur et tout ça, mais c'est juste la diffusion du froid qui est un peu spéciale dedans. Voilà, je nettoie, c'est pas forcément très intéressant, peut-être que je le couperai. Voilà, voilà. Et puis si je vérifie le trou, bon, voilà. Voilà, donc on voit bien à travers, donc c'est-à-dire que les deux trous sont débouchés là, et les deux trous sont débouchés là aussi. Voilà, donc la carte, elle est prête à accueillir ces nouveaux composants. Donc on va faire les petites mesures avec la pince. Donc celui-là, c'est un 47-25. Bon, 25 du coup, voilà, c'est pas d'importance, 47. Donc il fait 39 comme ça, et 4. Donc, presque 5 ohms de SR et 39. Donc c'est 39, bon ça peut aller, mais 5 ohms, c'est un peu beaucoup. Donc on va regarder aussi, c'est toujours intéressant de comparer les mesures en statique et en dynamique. Donc en statique via le multimètre. Donc je laisse la petite pince ici comme ça en référence. Si on la voit, 39. Donc toujours déchargé pour pas qu'il reste l'énergie due à la pince dans le condensateur et qui pourrait perturber celui-là. Je vais mettre l'auto-hold aussi. Voilà. Voilà. Donc on n'a pas une très grosse divergence entre les deux. Donc lui il a 41, il a 39. Donc par contre on a le SR qui est un peu élevé. Donc je vais comparer du coup
avec le 9 que j'ai là, donc en 47, 63 et en 105. D'ailleurs, je n'ai pas regardé la température sur celui-là. C'est un 85 celui-là. 85 degrés. Voilà, donc je vais donc le prendre en statique au multimètre, hein, toujours déchargé, même si là celui-là je l'ai sorti de mon petit stock neuf. Voilà, bon, il est un peu meilleur au niveau de la valeur qu'en 43,75. Donc là c'est pareil, je décharge avant. Hop, je touche les deux pattes et après j'y vais au niveau de la mesure. Voilà, ah bah là, alors par contre, ça c'est très fort, les deux sont bien calés. 43,72, 43,75. Et là, et c'est peut-être lié à l'ESR, là où il y a une grosse différence avec l'autre, c'est qu'on a 1 ohm de SR. Donc on est par rapport aux 5 ohms de celui-là, en gros le condensateur, on peut dire qu'il est 5 fois meilleur, le nouveau. Parce que plus le SR est bas, plus sa capacité à charger est bonne et à se décharger aussi. C'est exactement comme une batterie, hein. Il faut que la résistance interne soit la plus faible possible pour qu'il puisse le mieux travailler. Donc on va passer au condensateur un peu suspect, hein, qui, bon là c'est l'espèce de gel ça, je sais pas, c'est un condo qui gonfle ici, c'est impossible. Donc c'est là, je pense que ouais, vu comme c'est mou, c'est du caoutchouc comme le gel qu'il y a sur la carte. Donc ils ont dû un petit peu tartiner partout et ça a débordé. Donc lui en statique, donc une petite décharge en court-circuitant les deux pattes. Ah, 436 et il a eu un petit peu de difficulté à l'avoir. Donc à 30-36 pour un 470, bon, on est a priori dans les clous, hein, pour du 20% de tolérance. Donc je court-circuite les deux pattes pour bien décharger les éventuels résidus de celui-là. Et on mesure en dynamique. Voilà, donc en dynamique j'ai 417 et j'ai un ESR qui est quand même assez bas, donc c'est étonnant, je suis à 240 milli. Donc encore une fois, on va comparer avec le 9 que j'ai là. Donc en statique, c'est dommage, j'aurais dû tout noter, mais c'est pas grave, on a l'idée. Ah bah celui-là il est en forme, 500 micros, toujours 470. Donc décharge, donc on touche les deux, voilà, les deux pattes, et hop, c'est parti. Voilà, donc effectivement on a vraiment des valeurs qui sont largement meilleures, hein. Donc on a 480 qui est donc au-dessus des 470, et en plus le SR est bien plus bas que l'autre. Donc là, bah, effectivement, c'est... de mon point de vue, je pense que lui, il doit être cuit, enfin il a l'air cuit, parce qu'il a quand même un ESR de 5 ohms pour 1 ohm sur le nouveau. Et celui-là, je pense qu'il a quand même un problème. Donc voilà, donc de toute façon, je vais changer les deux. Ça. Et puis bon, je vais tester ça après chez le copain directement. Donc normalement, c'est le même écartement. Voilà, bon, il est plus haut, mais c'est pas grave, donc plus, moins. Bah, voilà, et puis soudure. Voilà, donc là, il est bien plaqué contre la platine, donc je fais ma deuxième patte. Je repasse un petit coup sur la première. Voilà, donc le condo est bien plat, et au niveau des soudures, ça va. Donc là, on coupe les pattes qui dépassent.
Hop là. Bon. Voilà. Et puis le deuxième. Donc le plus en haut, donc le moins en bas. Voilà, donc même empattement, donc pas de souci. Voilà, donc là, la soudure est faite sur les deux condensateurs. Donc il va me rester du coup à couper les pattes, à nettoyer un petit peu, et puis bah, je vais appeler le copain pour aller tester ça, et puis bah, je vous mettrai dans la description le résultat. Donc on va quand même laisser plusieurs jours pour être sûr que ça fonctionne, mais de toute façon enfin, je vais retester avec la caméra thermique, donc je vais y aller avec la caméra thermique, et on va voir déjà si il y a bien un déclenchement moins aléatoire du compresseur. C'est vraiment le problème, c'était ça, il se déclenchait mais sans logique réelle au final. Donc ça sentait bien, ouais, soit un problème de sonde, soit le condensateur de démarrage, ou effectivement, bah, là moi j'étais parti sur la fin sur un problème de la platine qui buguait, parce que ça fait vraiment ça. Effectivement, quand les condensateurs, bah, comme on l'a déjà vu dans beaucoup de mes autres vidéos, dès qu'il y a un condensateur qui pose problème, bah, après l'électronique numérique qui est très sensible finit par faire des bugs au niveau du processeur. Et en l'occurrence, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais le gros, donc on a vu sur le schéma que je vous ai dessiné tout à l'heure, c'est vraiment le gros du rail d'alimentation principal du 24 volts. Donc il alimente les relais et puis voilà, il stabilise un peu le rail principal. Et c'est lui aussi qui alimente le régulateur 7805 au niveau de l'entrée. Et lui, par contre, il a sa grosse importance, hein, c'est le rail de sortie du 5 volts. Donc lui, il faut absolument qu'il soit bien propre, parce que sinon le 5 volts, au lieu d'être une bonne ligne droite, comme j'ai déjà fait sur des oscilloscopes, sur d'autres vidéos que j'avais faites auparavant, mais en fait le rail il va faire beaucoup de bruit, et en fait le bruit va se répercuter au niveau du microcontrôleur qu'il a, qui va bugger en fait, hein, tout bêtement, mais qui va bugger par intermittence, et qui fait que bah, du coup derrière la logique qui est intégrée dedans ne va pas s'exécuter de manière correcte. Voilà, donc bah, ça sera tout pour la vidéo concernant cette carte. Petit complément d'information, donc pour essayer de tester cette carte-là, donc comment on pourrait faire pour tester celle-ci? Alors, on va reprendre un petit peu rapidement le schéma que j'avais fait précédemment. Donc on voit en fait que c'est donc le fameux circuit avec la résistance, le condensateur et la Zener. Et en fait, on voit directement qu'au bornes de la Zener, on se retrouve en fait avec le fameux rail 24 volts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais injecter en fait avec l'alimentation de labo 24 volts ou 20 volts, parce qu'on n'a pas besoin d'aller au max, hein. Les relais, normalement, ils vont coller s'il y a quelque chose qui se passe, sans qu'il y ait les sondes, etc. Donc on va voir ça dans quelques instants. Et en respectant bien du coup le 20 volts, le plus sur le moins de la Zener et le moins sur le plus de la Zener. Parce qu'il faut oublier qu'on travaille en inverse. Si je me mettais en direct, bah en fait on aurait la conduction dans le sens normal de la diode, donc en fait l'alimentation se ferait manger par la diode et on tomberait à 0,7 volts, hein, sauf si la lime on laisse les ampères sortir, et là du coup c'est la diode Zener qui grillerait. Voilà, donc on va faire ce petit test. Et rappelez que sur cette alimentation, la phase, donc secteur, c'est tout le rail plus. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout isolé, hein, contrairement par exemple à une alimentation standard à transformateur ou une alim à découpage, où on a aussi le petit transformateur jaune qui souvent nous isole justement du primaire, le primaire du secondaire. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc 20 volts sur mon alimentation là. Et je vais prendre donc une limitation, je pense que ça va largement suffire, à 50 mA, c'est-à-dire 0,05 sur l'écran de l'alimentation.
Je vais mettre donc le plus sur le moins, donc comme on a vu sur le tableau il y a quelques instants, le moins sur le plus, et donc on récupérera du coup nos 20 volts. Voilà, donc je suis dans ce sens-là comme sur le tableau, exactement pareil, donc le moins à gauche, le plus à droite, avec la zénère dans ce sens-là. Voilà, et là je vais démarrer mon alim et on va voir s'il y a quelque chose qui se produit ou pas. Ah, oui, bah, il y a bien quelque chose qui s'est produit. En fait, il y a un relais qui a collé quasiment directement. Je vais essayer de rapprocher pour voir si on entend mieux. Voilà, donc on a entendu clac, et là j'éteins la lime. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui essaye de démarrer, ce qui veut dire que l'automatisme euh, programmé dans le microcontrôleur fait quelque chose. Ah, là le relais il vient de décoller de lui-même, sans que je coupe l'alimentation. Très probablement parce qu'il manque en fait des informations sur le connecteur, le large connecteur ici. Donc notamment les capteurs, parce qu'il y a le compresseur, il y a le ventilateur, les résistances chauffantes, donc tout ça c'est des actionneurs. Mais il y a des capteurs aussi qui viennent là, les contacteurs de porte, etc. Donc j'ai pas tout le schéma en tête de ce qu'il y avait imprimé derrière le frigo. Mais en tout cas, on sait que ça réagit. Donc si ça réagit, c'est qu'a priori le microcontrôleur est démarré. Donc on peut essayer de voir à l'oscilloscope si le quartz, que ça j'aime bien vérifier cela sur les platines que je répare ou que je teste, hein, voir justement si le quartz démarre. Donc là, bah, pour cela, on utilise l'oscilloscope. Alors attention encore une fois, ne pas faire ça directement branché sur la machine parce qu'on est directement sur la phase. Donc si on veut faire ce test-là directement de la machine, il faut penser à utiliser des sondes différentes pour cette partie-là. Donc là, comme on est complètement isolé du secteur et qu'on a que 20 volts qui sort, on devrait pouvoir quand même essayer d'avoir quelque chose. Donc au niveau du signal de quartz, donc c'est intéressant toujours de regarder où il est. Donc le quartz, il est là, ça, il s'appelle X1 et on peut voir que c'est un quartz à 3 pattes. Donc s'il a 3 pattes, c'est qu'il a déjà la masse qui est au milieu. Et ce qui veut dire aussi que les petits condensateurs qui sont les deux petits condensateurs en picofarad, bah, ils sont toujours intégrés à ces composants-là. Donc ça simplifie un petit peu en fait la mise en place de ce genre de composants. Et donc on ne retrouvera pas du coup les petits condensateurs ici. D'ailleurs on voit sur le PCB qu'ils avaient sans doute prévu des soudures d'avance, je suppose, parce qu'on voit que c'est un peu sur le rail des deux pattes du microcontrôleur, des rails quartz. Voilà, donc je vais essayer de mesurer. Alors ce qui va être un petit peu difficile encore une fois, c'est le gel qu'il y a sur la carte. Donc je vais essayer d'utiliser le moins que j'avais donc libéré ici avec le condensateur, j'ai changé. Donc pour rappel, hein, le moins de celui-là. Le moins de celui-là n'est pas le moins de celui-là. Donc d'ailleurs on peut mesurer la différence de potentiel entre les deux. Donc si je prends le moins, on va faire comme ça. Donc le moins de celui-là c'est aussi le moins de l'alimentation et le moins de celui-là. Et voilà, donc on retrouve le 15 volts, c'est-à-dire l'écart en fait qui est dû au régulateur qui fait donc son moins 5. Donc je peux me prendre ici et puis donc ça va être un petit peu voilà comme ça et puis une des deux pattes. Voilà, donc on a bien un signal qui bouge et j'ai 4 MHz. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, je vais avoir du mal à monter l'écran de l'oscilloscope mieux que ça, mais j'ai bien 4 MHz sous rond, donc en fait c'est encore une fois un microcontrôleur qui tourne à 4 MHz. On en voit, enfin c'est une fréquence que je constate en fait de manière récurrente dans beaucoup de platines électroménagers que je croise. Donc voilà. Voilà donc le petit test qu'on pouvait faire en complément du reste, parce que j'aime bien quand même pouvoir toujours tester la carte avant de pouvoir la remettre en place. Et en plus quand on l'allume, hein, je vous rallume la carte là, on a un relais qui colle, donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui a démarré, parce que le relais sinon il ne collerait pas s'il y avait vraiment un souci au niveau du microcontrôleur. Voilà, donc bah, merci bien à tous d'avoir suivi encore une fois les aventures, mes aventures, on va dire, qui sont toujours très très longues.
Et je vous tiendrai au courant du coup quand j'aurai remis la carte chez le copain là, après quelques jours. Donc je laisserai en commentaire, hein, n'oubliez pas d'aller lire les commentaires, comme ça peut-être, les commentaires de la vidéo, parce que je mets toujours des longs textes, des descriptifs, et je précise aussi les choses que je découvre ou que j'ai oublié de mettre, ou les petites erreurs éventuellement que je fais au niveau des vidéos. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à lire tout ça en complément de la vidéo et de son contenu. Merci bien à tous. Allez, salut!